sais même pas sur que tu es besoin de te brancher parce qu'on va rejoindre avec ça et tu as juste besoin de partager sur la réunion. Ouais, ah, Regarde, là, tu vois, on est dans la réunion. ouais, nickel. Bon, je la couperai après, je couperai l'enregistrement. Oh là là.
Bonjour à tous. Nicolas, le numérique. Normalement, c'est bon. Vous nous entendez bien? Il y a A et S, Oui. alors c'est Alice. Super. Si vous avez un stylo, c'est bien ça. Directrice de quoi? Non, je suis dans la direction d'expertise d'innovation. C'est pas encore directrice, mais en bonne voie. Merci. Et vous représentez une entreprise ou vous êtes de l'ANS? Non, non, non. Enfin, je représente ma boîte, mais moi-même sans. D'accord. Et je viens comme vous. Je suis en peine de scooter, j'aurais voulu venir en visio, mais j'ai pas eu le lien. Et en fait, je l'avais. Je serais obligé de vous quitter à 15h. Mon train qui est en plus avancé. Super. Bon, on va pouvoir commencer, je pense. On attend 2 minutes. Il y a une dizaine de personnes dans la ligne. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Ris, je suis expert interop à l'ANS, principalement sur les sujets Fire. Je suis aussi représentant HL7 France et je suis pharmacien et informaticien de formation. Du coup, l'objectif de ce point, c'est vraiment de faire une introduction à l'interopérabilité de manière très, très large, de ne pas rentrer trop dans la technique pour que ce soit compréhensible sans être trop technique et vraiment sensibiliser sur l'importance de la collaboration et de la co-construction et aussi l'importance de partir d'un cas d'usage, d'un besoin, un métier vraiment précis pour construire des spécifications d'interopérabilité. Voilà. Donc on a jusqu'à 15h30, il me semble, et on verra si on a le temps de faire une sorte de question. On improvisera. Pour détailler ce qu'est le besoin pour détailler pourquoi est-ce qu'on a besoin d'interopérabilité, j'aime bien prendre cet exemple. Donc ma date de naissance, je suis jeune. Donc on peut écrire une date de naissance de plein de façons différentes, 22/02/1993, 22 février 1993. Et donc si les différents logiciels utilisent des formats de données de structuration de dates différentes, et ben du coup les logiciels ne pourront pas parler ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'interopérabilité en fait, pour définir des règles de comment échanger les données, de comment structurer les données pour qu'elles soient comprises par tout le monde. Et les données médicales sont bien entendu beaucoup plus vastes et complexes qu'une simple date. Il y a les pathologies, les symptômes, les mesures de santé. Après, on peut faire de la recherche avec les données de vie réelle, les études cliniques, la génétique. Et du coup, toutes les données sont pertinentes, intéressantes, à standardiser potentiellement pour une réutilisation. Donc effectivement, besoin fort de standardisation pour que les données soient comprises entre les systèmes, donc que les logiciels puissent parler entre eux et qu'elles soient aussi réutilisées pour éviter de créer des interfaces entre chaque logiciel. Donc on pourrait imaginer que chaque logiciel crée en fait ces données, ces API à sa façon, de façon propriétaire, et donc il faudrait en fait créer des nouvelles interfaces à chaque fois pour que ce soit compris en fait dans notre logiciel. Donc l'idée de l'interopérabilité, c'est vraiment de standardiser ces flux pour que ce soit vraiment défini à l'échelle nationale, voire internationale, pour que ce soit un peu plug and play et que n'importe qui puisse accéder aux spécifications, implémenter tout ça. Il y a aussi le problème du texte libre dans les PDF, notamment les comptes rendus médicaux. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, actuellement, c'est pour ça que j'ai mis la petite icône, c'est surtout le fax est encore utilisé, donc on part de loin. Et globalement, j'aime bien dire que l'interopérabilité, finalement, c'est juste des gens qui discutent ensemble pour trouver un langage commun pour partager les données de santé. Donc en gros, c'est on a besoin de partager quoi? L'identité du patient, et du coup, un patient, on va le modéliser de telle ou telle manière, on va publier les spécifications pour que tout le monde se l'approprie, tout le monde puisse améliorer les spécifications, enrichir les besoins au fur et à mesure, et vraiment travailler vraiment, je pense, main dans la main pour avoir au final des spécifications de qualité. Donc dans cette présentation, je vais vous définir un peu plus précisément l'interopérabilité avec l'interopérabilité syntaxique et sémantique, vous présenter les différents acteurs qui interviennent dans la création de ce cadre d'interopérabilité, que ce soit à l'échelle internationale et nationale. Je vais vous présenter les différents standards d'interopérabilité. Ça ne sera pas complet, bien entendu, mais les plus utilisés. Je vais vous parler de la notion de profilage.
Ça, c'est ultra important dans le sens où les standards, en fait, ils sont de base très génériques et il faudra les adapter, les profiler, rajouter des contraintes pour vraiment répondre à des cas d'usage spécifiques. Donc, le cas d'usage français, par exemple, ou des cas d'usage bien précis tels que la gestion d'agenda partagé, par exemple, l'échange de rendez-vous et l'indication de disponibilité. Ensuite, on fera un petit focus sur les terminologies. Donc, les terminologies, c'est en gros le dictionnaire des pathologies, par exemple, ou les dictionnaires des concepts médicaux. Les plus connus, ça va être la CIM-10, la SNOMED, ce genre de choses. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans l'ANS avec les cadres et référentiels d'interopérabilité et le parcours des industriels. Voilà, donc commençons par les acteurs de l'interopérabilité et la définition de l'interopérabilité. Donc, comme je vous l'ai dit, l'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un besoin d'échange de données entre deux systèmes. Plutôt que d'avoir à essayer de comprendre en fait à la main les données qu'on reçoit sans avoir de documentation, on va essayer de créer en fait ces documentations à une échelle plus large, nationale, pour qu'en fait les logiciels puissent les approprier et que tout le monde expose les données à la même façon. Et derrière, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est des professionnels de santé ou de la recherche, des personnes qui font de la recherche clinique qui ont besoin d'accéder à ces données. Et donc, ça va faciliter en fait l'accès à ces données. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux niveaux d'interopérabilité. Donc, l'interopérabilité syntaxique. Donc, ça va correspondre un peu à la forme de l'interopérabilité où on va indiquer comment on va structurer les données. Donc, si on a un JSON, là, ça sera le patient, là, ça sera son sexe, là, ça sera sa date de naissance, etc., etc. Ça, c'est vraiment l'interopérabilité syntaxique, donc comment on va structurer le contenu du document. L'interopérabilité, elle, sémantique, elle va se concentrer sur la terminologie. Donc, elle va définir des ensembles de jeux de valeurs qui vont représenter des concepts de santé, qui vont être utilisés du coup pour représenter des concepts médicaux pour des cas d'usage bien précis. Donc, je vous ai parlé de la CIM-10, de la SNOMED. CIM-10, c'est pour les pathologies, le INC pour la bio, SNOMED-CT qui est plus généraliste. Les nomenclatures des objets de santé, c'est donc nos nomenclatures de santé interne à l'AMS, etc., etc. Donc, encore une petite notion. Donc, j'aimerais bien distinguer la compatibilité de l'interopérabilité. On va dire que deux logiciels sont compatibles s'ils peuvent communiquer entre eux, mais il y a besoin de faire un effort d'adaptation des interfaces. Donc, on doit changer certaines lignes, le format ou les terminologies, que l'on doit faire des mappings entre les différents systèmes. L'interopérabilité, elle, c'est un peu l'objectif, peut-être utopiste, je ne sais pas, mais de faire en sorte que tous les logiciels communiquent de fait ensemble, qui peuvent se connecter de manière vraiment plug and play facilement, sans dépendre d'aucune adaptation. Et donc, ça simplifierait beaucoup de choses, faciliter l'accès aux données de soins, peut-être révolutionner la recherche clinique si toutes les données deviennent accessibles de manière instantanée et propre, ça serait vraiment une plus-value incroyable. Donc voilà, les avantages de l'interopérabilité, j'y viens. Donc c'est une optimisation des coûts, parce qu'il y a une mutualisation de l'information, donc éviter la double saisie et aussi éviter potentiellement les erreurs de saisie et donc les erreurs de soins. On aura aussi un gain de temps, donc avec cette double saisie pour les soignants, mais aussi pour les développeurs, parce qu'ils n'auront pas à faire plusieurs API pour chacune des solutions avec lesquelles ils souhaitent communiquer. Donc, et également une réduction des délais et du coût d'intégration d'un nouvel équipement dans le SI. Donc, si toutes les interfaces des logiciels sont connues, claires et qui respectent du coup le cadre d'interopérabilité, du coup, ça serait très facile après de connecter un nouveau logiciel où on sait qu'il est compatible avec ces interfaces publiées. On pourrait aussi du coup accéder aux données de multiples sources et les croiser, par exemple entre les différents logiciels d'un hôpital, voire même entre les différents hôpitaux. Et donc, ça faciliterait effectivement la gestion du grand nombre d'acteurs et de logiciels dans le secteur de la santé. Et je pense aussi il y a une optimisation des coûts pour l'assurance maladie où on pourrait potentiellement éviter les actes médicaux. Je pense notamment à l'imagerie. Donc, des examens d'imagerie peuvent coûter assez cher. Si on arrive à accéder à une image déjà prise, ça peut potentiellement éviter de refaire un examen d'imagerie. Et c'est également un gain de temps pour le personnel soignant
donc éviter la collecte des données. Du coup, petite anecdote, pendant mon externat en pharmacie, je suis allé en réanimation médicale et en gros, j'ai été surpris de voir que les attachés de recherche clinique collectaient en fait les données à la main depuis l'interface graphique dans un fichier Excel. J'étais là, waouh, je suis informaticien, ça me paraît trop bizarre. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interface qui permet de collecter les données automatiquement et que chaque logiciel aura ses données structurées dans sa façon. Donc, j'ai fait un truc tout bête, une macro Excel qui extrayait les données et les classait tout bien. Et ça a été une plus-value incroyable et ça a fait gagner du temps incroyable pour le personnel soignant, alors que techniquement, c'était rien du tout, quoi. Alors que si tout, c'était pour des données bio, du coup, en l'occurrence, si tous les serveurs de biologie avaient des interfaces pour accéder facilement aux données, on pourrait collecter toutes les données bio très très facilement, quoi. Et du coup, on pourrait révolutionner la recherche médicale et la santé publique si on pouvait accéder à toutes les données de manière instantanée. Donc pour la recherche clinique sur les données de vie réelle, il y aurait vraiment une plus-value assez incroyable. Et je pense aussi au Covid. Donc, si tous les hôpitaux avaient par exemple une API Fire qui exposait leur dispo en lit de manière très structurée et très propre, on aurait aussi pu avoir une cartographie très, très claire en fait de la disponibilité. Et in fine, peut-être sauver des vies grâce à l'amélioration des connaissances en médecine ou aussi grâce à des informations plus variées sur les patients qui nous permettraient de savoir davantage les contre-indications et prendre des décisions plus éclairées en fait sur le patient. Donc voilà les différents acteurs de l'interopérabilité. Je vais peut-être commencer par HL7, Health Level 7. Donc c'est une association internationale qui va développer des standards d'échange. Donc FHIR, CDA, HL7V2, etc., etc. Ces standards, comme on le verra, sont vraiment très, très génériques de base. Ils ne sont pas vraiment interopérables parce qu'ils sont faits pour être utilisés dans tous les cas d'usage en fait. Et ensuite, il faudra les personnaliser pour les rendre vraiment interopérables par cas d'usage. IHE fait déjà un petit peu ça à l'échelle, beaucoup ça, à l'échelle internationale, où c'est également une association, où il y a IHE Europe et IHE International, qui va développer des spécifications d'interopérabilité pour des cas d'usage bien précis. Et ils vont notamment s'appuyer sur des standards tels que FHIR, CDA, V2, pour du coup les adapter en fait à des cas d'usage bien précis. Et du coup, Interop Santé en France, c'est le représentant des deux associations au-dessus. Donc HL7 France et IHE, qui a pour but de déployer en fait les profils français de référence et du coup les bonnes pratiques d'HL7 et d'IHE. On a aussi du coup l'ANS, bien évidemment, où nous on va proposer des cadres clairs et des bonnes pratiques pour faciliter le partage et les échanges de données de santé. Donc on verra qu'on a un site qui s'appelle le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. On aura l'ensemble de nos spécifications d'interopérabilité pour les cas d'usage déjà traités. En région, on a également les GRAD, les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, qui veillent à l'urbanisation, l'interopérabilité et à la sécurité des systèmes d'information de santé en région, de promouvoir l'usage des e-services en santé et d'apporter leur expertise aux acteurs régionaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît assez important, c'est la notion d'héritage. Donc comme je vous l'ai dit, il y a HL7 International qui va, pour le cas de FHIR, donc qui est un standard d'interopérabilité, va créer des standards qui sont très très génériques, donc FHIR Core, qui sont utilisés vraiment de manière internationale pour tous les cas d'usage. Ça peut être de la santé, enfin du soin, ça peut être aussi des ressources humaines, de la facturation pour le soin, etc., etc. C'est vraiment très vaste. Et après, au niveau français, on a Interop Santé, donc l'association qui représente HL7 International, qui va développer le guide d'implémentation, les profils FR Core. FR Core, du coup, c'est les profils qui reprennent ce qui a été fait par HL7 International et les spécifier pour le contexte français. Par exemple, ils vont dire comment est-ce qu'on modélise INS, comment est-ce qu'on modélise un hôpital en France, etc., etc. Et derrière, à l'ANS, on va reprendre en fait les travaux qui ont été faits par Interop Santé pour les spécifier par cas d'usage bien précis. Donc dans le cadre du cadre d'interopérabilité, tel que la gestion d'agenda partagé, qu'est-ce que je peux dire d'autre, les mesures de santé, etc., etc. Mais aussi pour les projets que l'on développe à l'ANS, tels que le répertoire d'offres et des ressources, le ROR et l'annuaire santé.
Et donc, plus on est en haut, plus on est générique, plus on est en bas, plus on est interopérable. Et du coup, à chaque fois, il y aura un héritage fort à chacun de ces niveaux. Ce qui veut dire que les volets du CIS sont conformes au profil FRcore, qui sont eux-mêmes conformes au profil Firecore. Donc, ça, ce que j'ai dit là est valide pour Fire. Donc voilà, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les standards avec l'interopérabilité syntaxique, en commençant par un petit focus donc, sur HL7. Donc, HL7 est une organisation de développement de standards ouverte, donc c'est open source, basée sur le consensus et fonctionnant sur le volontariat. Elle regroupe plein de types de personnes, des éditeurs, des consultants, des fournisseurs de soins et de santé, des associations, des agences gouvernementales, des labos pharma, etc., etc. L'objectif est vraiment de promouvoir une interopérabilité globale des données de santé en promouvant les standards, leur adoption et leur implémentation. Donc, un peu d'historique. Ici, on voit HL7V2 en 1987, donc qui est toujours vraiment très utilisé dans les hôpitaux français. C'est un peu en mode événement. Donc, il y a un patient qui est arrivé à l'hôpital, on va envoyer un message pour dire que le patient est arrivé, etc., etc. Ensuite, il y a le CDA qui est arrivé en 2005, qui est utilisé notamment dans le cadre du DMP en France. Donc, ça, c'est vraiment un paradigme document. Donc, ça va indiquer comment est-ce qu'on modélise un document médical, par exemple un compte-rendu médical. Ensuite, à partir de 2014-2018, il y a Fire qui est apparu, donc des technos beaucoup plus modernes avec du JSON, des API REST qui ont pour but un peu de révolutionner tout ça en apportant un peu de la technique un peu moderne et beaucoup plus accessible pour les développeurs que le V2. On a un exemple tout à l'heure de la difficulté d'appropriation du standard. Et donc HL7 fonctionne vraiment avec des groupes de travail. C'est-à-dire qu'on a plein de groupes de travail. Chacun de ces groupes de travail va travailler sur un spectre de données médicales bien précises qui sont ouverts à participation par tous. Là, j'ai mis deux exemples, donc IPS pour Patient Care et FireEye pour l'infrastructure autour de Fire. Voilà, donc là j'ai un petit exemple de HL7V2. Comme je vous l'ai dit, c'est de type message. Donc, c'est un message qui contient des segments qui eux-mêmes contiennent des champs. Donc, vous avez un petit exemple ici qui est un exemple PAM, donc d'admission patient. Donc, vous voyez que les séparateurs, c'est des pipes, c'est un peu les vieilles techno, voilà, mais très utilisées encore en France. Et donc, ça permet d'échanger des données cliniques et administratives entre deux systèmes, avec de nombreuses versions. Donc, les CDA, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de type document, donc pour échanger des documents de santé de manière interopérable. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs niveaux de structure. Donc, il y a le document entier, donc là, niveau 1, il y a le header et ensuite il y a le contenu. Donc, le niveau 1, ça va être globalement plutôt un PDF encapsulé, donc pas vraiment interopérable, c'est juste les métadatas qui seront plutôt interopérables. Et le niveau 3, ça sera vraiment très, très interopérable, où on va aller vraiment dans le détail, par exemple pour la biologie, on va vraiment aller dans le détail de chaque analyse, ça correspond à tel code Loïc, par exemple, telle est l'unité, telle est la valeur, etc. Donc l'utilisation du CDA, c'est vraiment pour échanger les comptes rendus, par exemple de biologie, comme l'exemple comme il indique l'exemple ici, où c'est également utilisé énormément dans le cadre du DMP, où les documents ils sont stockés en CDA. Et est-ce que ça veut dire alors qu'on ne peut pas échanger de documents en Fire, par exemple? On fait que en CDA? Alors, il y a un paradigme Fire, il y a 4 paradigmes différents. Donc, j'ai parlé de l'API REST. On va voir plus tard qu'en fait, Fire, c'est juste après, c'est entre ces différents concepts, ces différentes ressources qui sont indépendantes et liées entre elles. Donc, la ressource patient, la ressource organisation, etc., etc. Et en fait, il y a aussi une méthode de rassembler tous ces contextes comme un peu des Lego pour créer un document en soi. Mais pour l'instant, on n'a pas poussé en tout cas ce paradigme en France et on est plutôt sur l'API REST. Donc vraiment requêter des données bien précises, des ressources bien précises en fonction des besoins.
Donc voilà, on va faire un petit focus sur Fire, c'est le bon moment. Fire, l'acronyme, ça veut dire Fast Healthcare Interoperability Resources. Fast parce que c'est rapide à concevoir et à implémenter. Les API REST, c'est très standard, très utilisé par les développeurs. Healthcare parce que c'est le domaine de la santé, c'est quand même plutôt centré sur le patient. Interoperability parce que ça donne vraiment un cadre pour pouvoir construire en fait cette interopérabilité ça permet vraiment de créer en fait une gouvernance sur l'interopérabilité internationale, nationale. Et resources, parce que la ressource, comme j'ai dit, c'est l'élément de base en fait de Fire. Chaque ressource va représenter un concept. L'idée de Fire, c'est d'échanger des données entre systèmes. Comme je l'ai dit, il y a 4 usages: le document, le message, l'API REST et le service. Et les exemples, du coup, c'est la gestion du cercle de soins et l'annuaire santé. Et ouais, j'aurais envie de dire que c'est vraiment conçu pour les développeurs parce que c'est vraiment des technos modernes, faciles à prendre en main pour les développeurs. Et il y a une communauté assez importante, notamment en France. Donc ici, vous avez le Slack. Donc si vous avez des questions sur ces standards, si vous travaillez sur le standard Fire, par exemple, n'hésitez pas à aller dessus. C'est assez intéressant. Voilà, donc on va faire un petit zoom. Donc il y a eu plein de versions Fire déployées, développées. Actuellement, on est à la R5 qui a été release il y a quelques mois, qui est sortie il y a quelques mois. Actuellement, en France, on est actuellement uniquement sur la R4 pour mon espace santé, par exemple, pour l'annuaire santé, pour toutes les spécifications du CISIS. Et des questions sont en cours, on essaye de voir est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser R5, d'implémenter R5. Ce qui peut faire un peu peur, c'est une fragmentation de l'écosystème, une partie de l'écosystème qui est en R4, une partie de l'écosystème qui est en R5, et je pense qu'on a déjà beaucoup à faire avec R4. Donc voilà, c'est des questions qui sont en cours. Et donc intéressant, à chaque fois qu'il y a une release, il y aura toujours des phases de ballot, donc des sessions de vote et de concertation avant vraiment release et publication officielle. Et tout ça sera aussi rythmé par des tests. Donc on va tester en fait la capacité de chacun à envoyer des ressources en fait de ce format pour voir si c'est vraiment utilisable en pratique. Donc ouais, effectivement, c'est ce qu'on appelle les connectatons. Donc ça permet vraiment un engagement fort de la communauté Fire et qui permet de tester le standard et qui vise à améliorer le niveau de maturité. Donc Alice est présente et a travaillé énormément sur le connectaton français qu'on appelle Projectaton, qui a eu lieu la semaine dernière avec... On peut dire que c'est d'actualité. Effectivement, je me présente, Alice Gauthier. Je ne sais pas si vous m'entendez bien à distance. Moi, je travaille pour l'équipe innovation, donc vous devez connaître mon prénom peut-être. Donc Alice Gauthier, je travaille pour l'équipe innovation de l'ANS. J'accompagne notamment Nicolas sur cette formation aujourd'hui. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a pu réaliser donc la semaine européenne de l'e-santé qui se passait à Rennes et qui était globalement articulée autour de 2 événements phares, le Connectaton et le Projectaton, donc qui sont des tests d'interopérabilité des systèmes. L'objectif, c'est de tester les interopérabilités entre 2 systèmes, donc mettre les acteurs au même endroit, au même moment pour tester avec l'appui de l'ANS et des grades également, bien sûr. Au niveau international, donc sur le Connectaton, et puis au niveau français sur le Projectaton. Donc voilà, petit aparté parce que c'est quand même d'actualité, c'était la semaine dernière et c'est quelque chose qu'on préparait depuis un petit moment. Donc on est assez fiers de cet événement-là qui s'est passé, organisé par l'ANS la semaine dernière. Ouais, ça a vraiment permis de casser un peu les barrières de la concurrence où tous les experts interopes de toutes les boîtes se sont retrouvés ensemble pour vraiment avoir un objectif, c'est arriver à communiquer ensemble et créer des interfaces qui peuvent parler ensemble. Donc, Le Connectaton, c'est un événement annuel qui va se passer dans un pays, alors tu me dis si tu m'arrêtes si je dis des bêtises Nicolas, mais qui se passe dans un pays différent en Europe chaque année, le Connectaton européen. Et le Projectaton, donc l'équivalent français finalement, c'est quelque chose qu'on fait également en France, que l'ANS organise de manière annuelle également, mais alors à plus petite échelle. Hein. D'habitude, c'est jamais tout autant réuni. Là, on avait des conférences, etc. Donc c'était particulièrement important cette année. Oui, tout à fait. Donc, en l'occurrence, c'était le Connectaton IHE, donc où le but était de voir la conformité aux spécifications IHE. Côté ANS, du coup, on a reprécisé ces spécifications pour le cas d'usage français. Et donc, en France, pour le Projectaton français, on va avoir du coup vraiment ces spécifications, la capacité des éditeurs à les implémenter. Le message pour les startups, en tout cas, c'est développer les flux et participer au Projectaton. C'est ça. Et le plus tôt possible dans la roadmap.
Voilà, donc on en vient à la définition des ressources. Donc c'est des blocs de construction modulaires simples et faciles d'utilisation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très générique de base. Donc par exemple, la ressource patient, elle n'aura aucun champ qui sera obligatoire. On peut rajouter plein d'extensions si les champs déjà proposés de base ne sont pas présents. Donc c'est vraiment très très générique. Et après, on pourra faire des références entre les ressources. Par exemple, le médecin, il traite ce patient, etc., etc. Une observation de type je ne sais pas, fréquence cardiaque est associée à ce patient, etc. Fire spécifie le contenu en suivant la règle des 80-20. Elle va se concentrer sur 80% des champs les plus utilisés pour les implémenter et va laisser le 20% restant au choix des implémenteurs grâce aux mécanismes d'extension notamment. Donc c'est à peu près approximatif. Cette règle 80-20, ces nombres n'ont jamais été prouvés, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des extensions Fire qui permettent de répondre aux besoins spécifiques. J'aime bien prendre l'exemple, par exemple, de l'ethnie du patient, qui n'est pas présente en France, en Europe, mais qui l'est aux États-Unis. Donc, sur les profils états-uniens, il y a cette extension qui est rajoutée, ethnie, mais pas en France. Donc, de la même manière, Fire va spécifier le contenu des données échangées, mais aussi la manière dont les échanges sont faits et comment est-ce qu'on va requêter les données grâce à une définition d'une API REST. Donc, comme cette définition est précise, c'est ce qui permet de faire un peu du plug and play. Donc, si deux logiciels sont compatibles, ont les mêmes API REST, donc on pourra les connecter très facilement. Voilà. Donc, la ressource est la plus petite entité d'échange avec une approche granulaire. Par exemple, on a la ressource patient, la ressource professionnelle qui est le practitioner, la ressource équipe de soins qui est la care team, etc., etc. Chacune de ces ressources est caractérisée par un niveau de maturité. Donc ça, c'est ultra intéressant parce que on se rend compte que les concepts qui paraissent simples, patient, practitioner, c'est pas forcément évident et arriver à les maturer suffisamment pour que tout le monde soit d'accord et tout le monde soit d'accord de quelles sont les données qui concernent un patient, c'est vraiment pas évident, quoi. Et donc il y a toute une catégorisation de maturité qui a été mise en place par Fire pour estimer que celle-ci, elle semble assez stable aujourd'hui et qu'elle ne va pas évoluer dans le temps, ou qu'on n'est pas du tout sûr, c'est en mode brouillon et que du coup, elle va fortement évoluer. Voilà. Et donc l'idée, c'est que le stade normatif, c'est le stade de maturité le plus élevé. En R4, il y en a 3 ou 4 des ressources, je crois, qui sont normatives, et donc qui ne vont plus évoluer ou très peu, et qui seront toujours rétrocompatibles, en fait, à partir de ce moment-là. Voilà, donc l'idée de Fire, c'est vraiment de proposer une modélisation d'un grand spectre de données médicales, des ressources qui, seules ou combinées, sont capables de répondre à la plupart des cas d'usage du domaine de la santé. En fait, grâce à ce mécanisme d'extension et cette flexibilité avec les ressources, finalement, on pourrait vraiment utiliser Fire dans à peu près tous les cas d'usage. Mais ça va aussi dépendre de l'écosystème. Est-ce que Fire est utilisé dans l'écosystème? Par exemple, en intra-hospitalier, dans les hôpitaux, c'est du HL7V2 qui est utilisé. Donc, si on commence à mettre du Fire, est-ce que ça sera compatible? Difficile. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de définir une syntaxe commune pour le partage et l'accès à la donnée. Voilà, donc un petit mot, moi je suis représentant du coup de HL7, représentant international de HL7 France pour Interop Santé. Donc on va faire un petit focus sur l'API REST de Fire, donc c'est la partie la plus utilisée. Donc ça va définir la façon en fait dont on va requêter les données, où on va en fait interagir avec les données. Donc en gros, on va avoir des requêtes qu'on appelle HTTP, où on va pouvoir créer en fait des ressources en faisant HTTP post. On va pouvoir demander d'accéder à des informations grâce à un HTTP GET. On va pouvoir faire des mises à jour ou des suppressions de données. Et donc ces interactions, en fait, elles sont définies de manière très très précise par le standard et elles permettent en fait d'interagir avec un système tiers pour vraiment communiquer de manière fluide et précise. Maintenant, je vais vous parler de la notion de profilage. Donc, comme je vous l'ai dit, Fire est vraiment très, très générique au départ. Et en fait, l'idée, c'est d'assembler des Legos, les ressources entre elles, de les spécifier, de préciser l'usage d'extension, de préciser quelle terminologie utiliser pour les rendre vraiment parfaites pour un cas d'usage bien spécifique.
Donc ce profilage, il est utilisé en HL7V2, en CDA, en FHIR. On va pouvoir contraindre les cardinalités, donc rendre certains champs obligatoires. Par exemple, le sexe du patient, on peut le rendre obligatoire dans certains cas d'usage. On va pouvoir contraindre les nomenclatures. Par exemple, des actes de biologie, on va utiliser la terminologie, le link. On va pouvoir aussi contraindre des références, c'est-à-dire que, par exemple, le praticien, le patient français, il aura obligatoirement un médecin généraliste associé, etc., etc. On va pouvoir faire ce genre de choses. On pourra aussi étendre, donc pour FHIR par exemple, avec le mécanisme d'extension. Donc si une donnée est manquante en FHIR, on va pouvoir rajouter en fait une extension pour la compléter. Et donc voilà, j'ai mis l'exemple dont je vous ai parlé avant avec l'ethnie du patient. Et c'est un peu un problème avec FHIR, c'est que si tous les éditeurs créent des extensions et rajoutent des champs dans leur coin, et ben du coup on ne sera pas interopérable parce qu'on pourra définir des extensions de manière totalement différente, utiliser des codes différents. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une gouvernance et que la gouvernance est le plus important dans l'interopérabilité. Donc de suivre ce qui a été fait côté Interop Santé, côté ANS, et surtout de collaborer, co-construire ensemble pour apporter des modifications, des améliorations et vraiment apporter plus de maturité aux spécifications françaises. Donc voilà, c'est un peu ce qui est dit ici. Les profils rédigés de manière standardisée pour être computables, publiés, très important, donc sous forme de guide d'implémentation FHIR, par exemple, pour que ce soit accessible. Si les éditeurs font des spécifications dans leur coin, c'est moins intéressant, c'est moins interopérable parce que du coup, les autres ne pourront pas s'adapter. Il faut aussi que ce soit disponible pour la validation et l'implémentation, parce que les outils FHIR permettent de modéliser, mais également de créer contiennent également les outils pour s'assurer que les données en fait soient conformes aux spécifications que l'on a établies. Donc, c'est-à-dire que on a notre source FR patient, est-ce qu'elle est conforme au profil FR patient? Et ben, on va pouvoir le tester automatiquement comme ça grâce à la publication de guide d'implémentation. Et ces profils pourront également être testés lors d'événements d'interopérabilité tels que le fameux Projectathon, les connectatons internationaux, etc., etc. Quand tu parlais des extensions qu'il ne faut pas rajouter, effectivement, on avait lors d'une conférence récemment, Abdelali qui travaillait avec toi, qui disait que le message à faire passer, c'était ne surprofilez pas. La clé, c'est la communication, et le surprofilage, c'est vraiment ce qu'on veut éviter, et ce qu'à l'ANS, ce contre quoi on milite. C'est ça, tout à fait. Et plutôt co-construire, collaborer ensemble pour assurer vraiment une cohérence sur les spécifications que l'on établit et que toutes nos spécifications soient vraiment cohérentes, plutôt que d'éviter que chacun fasse des spécifications dans leur coin qui ne seront pas conformes. Et je pense que la plus-value, surtout pour le patient et le médecin et la recherche clinique, en vaut vraiment la peine, quoi. Voilà. Donc ce profilage est réalisé donc, à l'échelle internationale. Certains profils sont faits par IHE, par exemple, qui va profiler pour des cas d'usage bien précis. Je pense par exemple au partage de documents de santé en FHIR. Il y a également des groupes de travail HL7 qui va travailler sur du profiling international. Je pense à la génétique, par exemple, ou l'IPS, International Patient Summary, etc., etc. Au niveau national aussi, on a des profils au niveau d'Interop Santé, au niveau de l'ANS, et également après au niveau projet, donc les volets de l'ANS sont vraiment cas d'usage spécifique. Et également pour les projets, les développements de l'ANS tels que l'annuaire santé, on va exposer les données des professionnels de santé. Il y aura du coup un guide d'implémentation FHIR qui va détailler comment est-ce que les données sont exposées. Et donc, à droite, je vous ai mis en fait cette hiérarchie pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour l'exemple d'une mesure de santé, donc le poids, on va partir de la ressource observation qui est définie par FHIR de base. On va utiliser ensuite le profil Vital Signs qui hérite automatiquement d'observation qui est défini par FHIR. Puis on va utiliser Body Weight qui a été défini par FHIR également, qui hérite de Vital Signs. Puis après, ça a été profilé au niveau d'Interop Santé. Donc pour les contraintes françaises avec le FR Observation Body Weight qui va également hériter de Body Weight. Et puis on l'a ensuite à nouveau profilé pour le cadre de l'ANS et ensuite utilisé dans le cadre de mon espace santé.
Donc il y a toute cette hiérarchie en fait qui permet vraiment d'instaurer une forme de cadre et de cohérence globale en fait à l'écosystème. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de l'interopérabilité syntaxique, on va pouvoir passer aux terminologies. Et avant ça, on peut se faire une session de 10 minutes de questions si vous voulez. Si vous avez des questions. Peut-être que c'était très clair. Ouais, juste un petit truc, pourquoi vous faites un truc interne à NS, alors vous venez de nous dire que le but c'est que tout le monde communique avec tout le monde. Comment ça, interne à NS? Bah, vous nous avez dit il y a un truc spécifique à NS. En gros, À quoi ça sert finalement? je vais en parler après dans le comité de concertation, comment on va développer nos spécifications. Mais on ne les développe pas tout seul. En gros, l'idée, c'est on récolte le besoin, on va prioriser en fonction des besoins d'interopérabilité. Ensuite, on va faire une étude de ce qui existe à l'international. Et ensuite, on va le spécifier pour le cas d'usage bien précis. On va rajouter les contraintes françaises pour que ce soit en fait partagé à tous. Et on va utiliser des outils open source tels que GitHub pour que tout le monde puisse en fait proposer des améliorations, améliorer, prendre en main. Et après, lors des projectatons, on va du coup permettre de tester, on va permettre aux éditeurs de tester leur conformité à ces spécifications. Quand on dit qu'on fait un profilage ANS, ce n'est pas un profilage qui va être uniquement utilisé par l'ANS en tant que développeur de solutions. C'est parce que l'ANS a des rôles qui ne sont pas que de développeur de solutions. L'ANS, elle doit coordonner aussi un petit peu l'écosystème. Ça encore, je te laisserai utiliser les bons mots. Mais c'est c'est dans ce rôle-là que l'ANS va proposer des profilages. Exactement. Oui. Ce cas d'interopérabilité, ce sera la partie suivante où je parlerai de cette gouvernance. Oui, en fait, effectivement, il y a deux cas différents à distinguer. C'est donc nos spécifications d'interopérabilité. Donc là, c'est vraiment, on répond à des cas d'usage, on fait juste les spécifications pour que n'importe qui puisse les implémenter. On les publie sur le site de l'ANS. Et vraiment open source, n'importe qui peut contribuer, co-construire, améliorer et proposer des cas d'usage sur lesquels travailler. Et on a également aussi les projets internes de l'ANS où également on va faire des spécifications pour ces projets-là. Et du coup, on va assurer une cohérence globale entre ces deux mondes. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit utilisé par tout le monde, comme l'ANS est du coup a une mission réglementaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une conformité globale de tout ça et d'être utilisé le plus possible dans l'écosystème des données. Merci. Est-ce que vous avez peut-être des questions à distance? N'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole a priori. Oui. Ou Je crois que normalement, dans le chat. c'est la possibilité. Non, ils sont tous sur moi. Ok, très bien. On va dire que c'était très clair. Donc, on va parler des terminologies. Donc la syntaxe n'est pas suffisante. Il va falloir aussi qu'on ait des listes de code pour des cas d'usage particuliers pour que les concepts médicaux en fait, soient compris par l'informatique. J'aime bien prendre l'exemple du coup des pathologies. Donc, on va avoir des dictionnaires de pathologies tels que la CIM10 pour arriver à définir tous les types de pathologies. Qu'est-ce qu'un rhume, qu'est-ce qu'un infarctus du myocarde, etc., etc. Donc, il y aura un code informatique associé à chacun de ces concepts. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est le sexe du patient. Donc ici, on peut voir dans la ressource Fire patient, il y a un attribut qui s'appelle gender pour indiquer le sexe du patient. Et donc, on aura 4 codes qui seront obligatoires, qui seront male. Enfin, il est obligatoire d'utiliser un de ces 4 codes, male, female, other, en noun. Et derrière, en fait, ça va être associé à un value set. Qu'est-ce qu'un value set? En fait, c'est une autre ressource Fire qui va indiquer la liste des codes qui sont possiblement utilisés dans ce contexte. Ces value sets, du coup, ils vont cibler un code système qui va définir les concepts de manière très précise. Et du coup, là, on peut voir à quoi ressemble ce value set. Donc, il va déterminer de manière très précise quels sont les codes autorisés pour ce contexte-là. Donc ici, on a les 4 codes avec le display, donc comment est-ce qu'on l'affiche, et une définition plus précise. Je n'ai pas plus précis en l'occurrence. Voilà, et derrière, on peut, pour la mise en œuvre des terminologies, donc je me souviens plus de ce slide, terrible. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des modèles de données tels que Fire, avec les patients, les observations derrière.
Et donc, c'est un peu comme des briques. Et dans chacune de ces cases, il va falloir associer en fait des données et donc des terminologies à chacune de ces cases. Par exemple, pour le genre, il va falloir associer les codes correspondants. Pour les pathologies, par exemple, on va associer les maladies, etc., etc. Pour les examens, on aura la liste des codes examens, etc., etc. Et en fait, on aura deux niveaux. Le niveau jeu de valeur, qui va indiquer pour un cas d'usage bien précis les codes à utiliser, et derrière, les terminologies de référence. Les terminologies, ça va vraiment être toute la liste de tous les codes. Donc, on va pouvoir, à partir de plusieurs terminologies, piocher les codes qui nous intéressent pour créer des jeux de valeur. Par exemple, maladie, et pour dire dans ce contexte, on va utiliser ces codes-là, maladie, pour que ce soit compris par le système. Donc, je vois que Daniel est présente. Donc, je peux également faire un petit focus sur le NOS, donc la nomenclature des objets de santé. Donc, c'est les nomenclatures qui sont entretenues et gérées par l'ANS et qui sont utilisées dans le CISIS. Elles peuvent être spécifiées lors du profilage d'un standard. Du coup, dans le contexte français, on va dire que, par exemple, je n'ai pas d'exemple en tête. Oui, voilà, un code postal, ça doit être parmi cette liste de codes. Et donc, au même titre que Fire, il y aura plusieurs niveaux. Il y aura une ligne pour la terminologie de référence. Donc, ça va être vraiment les terminologies de base qui ne peuvent pas être utilisées telles quelles. Il faudra ensuite utiliser des jeux de valeurs qui vont cibler des terminologies de référence bien précises qui correspondent au value set Fire. Et ensuite, on pourra avoir des tables d'association entre les différents jeux de valeurs et les différentes terminologies pour faire des liaisons entre les différents concepts. C'est important notamment, par exemple, pour SNOMED qui est très généraliste. Du coup, il y aura potentiellement des codes qui vont se répéter entre la SNOMED et la SIM10, par exemple. Et du coup, faire cette table d'association permet de faire des liens entre les concepts. Voilà. Là, c'est les différentes terminologies médicales. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas expert dans le domaine. Je peux citer le par exemple, qui est très utilisé dans la biologie médicale. La SNOMED CT, qui est très généraliste. Donc, le NRC français et la NS. On utilise aussi beaucoup SIM10 qui est maintenu par l'OMS, donc qui est la classification internationale des maladies. On a aussi Oukoum, qui est très utilisé aussi dans les sciences pour les unités de mesure, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'ANS, nous, on a des experts sur ces différentes terminologies. Alors, notamment, on a Mélissa qui travaille sur le Loïc, on va avoir des personnes, on va avoir Maëlle et Elisabeth sur la SNOMED CT. Comme tu dis, le NRC, il est français, il est à l'ANS. Si vous avez des questions sur les uns ou les autres les unes ou les autres de ces terminaux, n'hésitez pas à nous les poser tout de suite ou plus tard par mail, bien sûr. Super, je vois des personnes qui réagissent, super. Donc n'hésitez pas à nous les poser par mail, nous on les redirigera. C'est des questions qu'on n'a pas de mal à rediriger parce que les interlocuteurs côté ANS sont très bien identifiés et surtout très disponibles pour échanger avec vous sur ces thématiques-là. On a par exemple récemment organisé une rencontre entre une experte Loïc de notre côté et une start-up du numérique en santé qui avait besoin de renseignements sur ces sujets-là. Donc n'hésitez surtout pas voilà, je vois, super. Merci, je vois votre question dans le chat. Je vous l'enverrai par mail, le contact SNOMED, c'était pas de souci. Et Oukoum, je sais pas de ton côté, Nicolas, si tu as en visibilité. Si on a l'ANS ou si on redirige. On peut voir s'il y a besoin. On se renseigne de notre côté, en tout cas, on vous fait une réponse. Et pas que pour les terminaux. Moi, je suis expert Fire, mais on a aussi des experts CDA, V2, donc n'hésitez pas. Oui, Nicolas a rapidement glissé qu'il était représentant HL7. Il est très représentant HL7, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voulez pas, le SMT est aussi très important parce que donc, je vous ai parlé des terminologies avec les codes système et les value sets. Donc, quel code utiliser pour représenter des concepts du coup, pour accéder en fait à la liste de ces codes, donc on a créé un outil qui s'appelle le serveur multiterminologique. Pas créé. Enfin, on développe un outil qui s'appelle le SMT qui permet du coup d'exposer en fait l'ensemble des terminologies à utiliser pour le contexte français. Parce qu'effectivement, donc si quelqu'un utilise la SNOMED, si quelqu'un d'autre utilise la SIM10, on ne sera pas interopérable. Donc de la même façon que les standards d'interopérabilité, il faut aussi assurer une cohérence globale sur l'usage des terminologies, pour quel contexte on utilise quelle terminologie, parce que chaque terminologie aura ses avantages, inconvénients. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'assurer une cohérence globale. Et du coup, ce SMT, ce serveur multiterminologique, aura pour but d'exposer vraiment l'ensemble des terminologies de référence pour... j'ai pas eu le temps de la question. Mince.
Vous pouvez prendre la parole si vous voulez pour poser votre question sans problème. Sinon, on va aller sur le chat. Oui, bonjour. Du coup, je voulais savoir en fait comment on peut savoir quel référentiel utiliser pour un attribut donné, puisque les ressources contiennent beaucoup d'attributs. Typiquement, j'ai pris l'exemple du sexe. De mémoire, il peut y avoir plusieurs référentiels. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un mapping, une recommandation attribut par attribut et quel référentiel? Enfin, bon, je ne m'en occupe pas directement, mais je sais qu'on avait eu la problématique entre le Loink et justement le Snowmed CT, qui se recouvrent partiellement sur certaines grandeurs, mais pas toutes. Donc, bon, n'hésitez en fait, parce qu'effectivement, le Snowmed est beaucoup plus large, donc ce serait plus simple d'utiliser un seul référentiel. Le Loink est beaucoup plus précis, et donc on voulait stocker en Fire des relevés de prise de tension, des choses comme ça. Et voilà, il y avait. Je ne suis plus en tête exactement le cas, mais je sais que ce n'est pas du tout très clair, surtout pour les développeurs qui aiment bien avoir de la doc, qui ne sont pas forcément experts en fait, sur la santé. C'est ça le souci. Ok, ce que je peux dire, c'est que déjà, sur la Docfire, par exemple, les attributs qui sont de type, qui sont codés, donc code, codable concept, etc., on va faire un binding en fait d'un value set. Donc ici, c'est le value set administrative gender qui sera associé, et ici on a le binding required, ce qui veut dire que c'est requis. On est obligé d'avoir un de ces 4 codes. Et donc en fait, il y a 4 niveaux de binding. Il y a required, il y a extensible, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir les codes, sauf si le code qu'on cherche n'est pas présent, du coup on a le droit d'utiliser un autre code. Il y a un code préféré et example. Donc ça, au niveau de Fire, voilà comment ça marche. Après, dans le cadre français, on va pouvoir contraindre en fait nos profils Fire pour être plus précis en fait, pour dire dans ce contexte, on veut forcément utiliser le Wink. Voilà, et du coup, s'il n'y a pas l'information dans les guides d'implémentation Fire, n'hésitez pas à revenir vers les experts. Je pense que c'est une question beaucoup plus vaste que ça et qui doit être réfléchie sur le cas d'usage et qui doit dépendre aussi de l'écosystème en fait. Donc, est-ce qu'on utilise Nomad, est-ce qu'on utilise Link? Donc, je pense que le mieux, c'est de créer, d'avoir un rendez-vous avec les experts concernés pour en discuter. Et je pense que ça peut aussi révéler des manques dans notre documentation et besoin d'éclaircir des choses. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, ça peut être vraiment intéressant. Ok, merci. Donc voilà, on vient au cadre d'interopérabilité. Le but de... Ouais. C'est une question parfaite pour la transition. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'expliquer... L'idée vraiment du cadre d'interopérabilité, c'est que ceux qui développent un cadre d'interopérabilité ne développent pas que pour eux, mais développent vraiment pour leur écosystème ce cadre d'interopérabilité. Donc en gros, un cadre d'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de spécifications qui vont décrire le mécanisme d'échange et identifier la structuration des informations pour un cas d'usage bien précis, bien défini. Dans le cadre français, donc on développe à l'ANL le CISIS, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. L'idée, c'est que le maximum de personnes puissent l'utiliser et que même, j'ai l'espoir un jour que les professionnels de santé disent je sais que l'ANS définit comment partager les rendez-vous médicaux ou les mesures de santé. J'aimerais bien que mon éditeur implémente du coup cette possibilité pour le rendre compatible avec ce logiciel. Voilà, et du coup, voilà. Donc l'idée, c'est que ce cadre d'interopérabilité, il a 3 niveaux, 3 couches. La couche transport, on va définir les protocoles et la sécurité d'échange. La couche service, qui définit les interactions entre les systèmes. Et la couche métier, on va vraiment s'intéresser à un besoin pour spécifier du coup de manière technique comment structurer les informations pour répondre à ce besoin très métier. Donc voilà comment se passe la gouvernance du cadre d'interopérabilité. Donc n'importe qui peut faire la demande de standardisation d'un cas d'usage, reporter un besoin. Par exemple, ça peut être la recherche en oncologie, la gestion d'agenda partagé, le cercle de soins, etc. Ensuite, on aura un comité de concertation où tous les porteurs de projets pourront exposer leur projet.
Après, on aura une priorisation, on va dire quel projet il va falloir prioriser, il va falloir mettre en place. Une fois le besoin priorisé, on va faire une étude plus approfondie de ce besoin en élaborant les spécifications fonctionnelles. Donc vraiment détailler de manière très, très précise quel est le besoin, quelles données doivent être échangées et pourquoi elles doivent être échangées, sous quel format. Ensuite, on va rentrer plus dans la rédaction des spécifications techniques. Donc, on va faire vraiment une étude de tout l'écosystème international, de voir ce qui existe déjà à l'international. Est-ce que ces travaux ont déjà été faits à l'international? Et on va s'appuyer du coup sur ces travaux pour pas avoir à refaire déjà l'existant et être compatible aussi avec les spécifications déjà publiées. Une fois que ces spécifications vont être écrites, on va pouvoir avoir cette phase de concertation où on va avoir en général 3 mois sur la plateforme que l'on appelle participer. On va mettre du coup ces spécifications sur la plateforme participer où n'importe qui, c'est totalement public, pourra valider en fait ce qu'on a fait, apporter des commentaires, dire ça correspond pas trop à mon cas d'usage, ça c'est pas parfait, pour ensuite à l'issue de cette concertation en fait publier dans notre cadre d'interopérabilité. Et donc voilà, j'ai mis le lien ici du cadre d'interopérabilité avec la liste des éléments déjà publiés. Et l'idée à terme, c'est que les logiciels de soins, enfin les logiciels de santé, de manière plus large, respectent les spécifications d'interopérabilité. Et donc les projectatons, ils permettent aussi à ces logiciels de se former en interopérabilité, de se former en interopérabilité et de valider leurs spécifications à nos spécifiques. Donc le résultat, c'est que si je suis une start-up et que demain je me rends compte que finalement le guide d'implémentation ou en tout cas la spécification, elle ne répond pas à mon besoin, elle ne répond pas à ce que moi je pense vouloir implémenter, je peux revenir vers l'ANS pour en discuter, c'est ouvert à l'échange tout ça. C'est tout à fait le but, ouais. Et bien sûr, si on doit rajouter une brique à ces spécifications, parce que le cas d'usage peut être étendu, c'est aussi très intéressant pour nous de rajouter des cas d'usage. Et derrière, ça permet vraiment une réutilisation de la donnée pour partager les données entre plusieurs logiciels, pour collecter les données de vie réelle, pour alimenter mon espace santé, par exemple, etc., etc. Et donc, comme je l'ai dit avant, le cadre d'interopérabilité, il est en constante évolution. À chaque fois, on doit améliorer la maturité des spécifications, les standards évoluent. Donc, il faut prendre en compte qu'à chaque fois, il y a des demandes de mise à jour. On va faire des analyses à chaque fois. On va refaire des concertations, puis on va republier. Il y a vraiment ces cercles vertueux d'amélioration continue. Et c'est vraiment pour ça qu'on a besoin à chaque fois des retours des implémenteurs pour vraiment être proche du besoin des développeurs, proche du besoin métier aussi, pour être le plus en adéquation avec les besoins des industriels et des médecins. Voilà. Et derrière, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'échanger les comptes rendus de biologie, par exemple. Et l'idée aussi, c'est que tout notre cadre d'interopérabilité, toutes nos spécifications, elles fonctionnent ensemble. Par exemple, dans le compte rendu de biologie, on pourra utiliser des spécifications du compte rendu de biologie. On pourra utiliser le volet partage de documents de santé pour échanger le document. Et on pourra également utiliser le volet transport 50 pour clients lourds pour transporter ce document et l'importer dans un client lourd. Et donc, à chaque fois, ça va être basé sur des profils XDS Lab, XDS et XUA, qui sont des profils en fait définis par IHE, donc au niveau international. Ce que tu disais, c'est qu'on ne va pas recréer des nouveaux profils pour un même usage, alors que ces profils, ils existent déjà. Ouais. C'est pas parce que le contexte change qu'on crée un nouveau profil. Au contraire, d'un contexte à l'autre, on va réutiliser des profils. L'objectif, c'est bien pour ça que nous, on vous conseille bien sûr d'échanger avec nos experts interop pour qu'ils vous présentent un petit peu les profils qui existent et qu'on n'ait pas besoin d'en recréer de nouveaux alors qu'ils existent déjà. C'est ça. Par contre, le CIS ne va pas inclure certains périmètres tels que la sécurité. Donc, il n'y a pas de volet spécifique à la sécurité dans le CIS, mais il y a quand même des intégrations de mesures de sécurité. Il n'y aura pas de notion sur l'urbanisation et l'architecture, ni sur l'interface graphique. Donc, comment faire une interface graphique qui permet derrière de publier ces données avec le format défini par la spécification. Donc, un petit point sur le parcours industriel. Donc, on a également, côté ANS, tout un
tout plein de services pour les éditeurs de logiciels, pour ceux qui utilisent en fait nos spécifications pour les aider en fait dans leur démarche. Donc on a notamment un outil qui s'appelle Gazelle qui va permettre en fait de tester la conformité et l'interopérabilité des différentes solutions par rapport à nos spécifications. Donc en gros, elle est accessible tout le temps. Je vais vous montrer le lien tout à l'heure. Elle permet donc d'envoyer les échanges, d'envoyer les messages générés ou les ressources Fire ou les documents CDA pour voir si c'est vraiment conforme. Donc on a des outils de validation de conformité. Et on peut le faire avec Gazelle, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais on peut le faire soit seul, soit avec la personne avec qui on échange. On peut tester soit un seul côté de l'interconnexion, soit les deux côtés si on a une personne en face. Très belle transition. Incroyable. Donc il y a effectivement le test de Vous conformité. connaissez. Je crois que c'est la première fois que tu vois les slides. En plus. Incroyable. Donc, il y a le test de conformité où effectivement, chaque logiciel peut tester individuellement est-ce que son message ou son document ou sa ressource Fire est compatible avec les spécifications de l'ANS ou d'Interop Santé. Et après, du coup, on pourra aussi tester avec un partenaire en mettant un proxy entre milieu où un client échange en fait ses données au serveur pour vérifier ensuite, grâce à l'outil Gazelle, si tout est conforme. Et du coup, c'est typiquement ce qui est fait pendant le projectathon, donc des tests de conformité et des tests d'interopérabilité, où du coup, les éditeurs pourront communiquer ensemble et on pourra valider, du coup, les moniteurs pourront valider la conformité aux spécifications, donner des conseils, et nous-mêmes, pendant ces projectathons, du coup, améliorer nos spécifications pour voir s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Parce que souvent, je pense que s'il y a des erreurs, c'est que c'est pas clair, nos spécifications. Voilà, donc l'exemple du connectathon, donc c'est des slides de 2022, on en a eu un la semaine dernière. Donc voilà les chiffres de 2022, donc il y a eu 81 systèmes à Montreux, 180 participants, 2200 tests évalués par 62 moniteurs sur l'IHE Connectathon Europe. Le projectathon de l'ANS qui a eu lieu la semaine dernière, donc il y a 370 tests de mémoire. Il y a eu 200 participants, dont 150 en présentiel. Ouais, et 45 à peu près entreprises, je crois. 45 éditeurs. 45 éditeurs représentés. Et des moniteurs, une cinquantaine de moniteurs, je crois également, souvent des régions et beaucoup de l'ANS. Donc beaucoup de monde impliqué et c'est super pour se rencontrer et discuter ensemble. Voilà, il y a également la brique Convergence et donc c'est une plateforme où vous pouvez auto-évaluer la conformité de vos spécifications et le référencement Ségur également qui comprend ces notions d'interopérabilité avec Gazelle. C'est des domaines que je connais un peu moins, mais pour valider en fait la conformité et l'interopérabilité, il faut passer par Gazelle pour être référencé Ségur. Ça, c'est pareil. Si vous avez des questions sur tout ce qui est convergence, référencement Ségur, alors bon, pour le coup, c'est un petit peu plus loin, effectivement, que des considérations, introduction à l'interop, mais convergence, c'est un outil qui est géré par l'ANS. Le référencement Ségur, pareil, on a des experts à l'ANS. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail pour qu'on puisse vous aider là-dessus. Encore une fois, on peut organiser des rencontres. Convergence, c'est très bien documenté. On a beaucoup de docs, on peut vous l'envoyer. Mais si certaines questions subsistent, on peut organiser des rencontres avec nos experts. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Super, bon, on va arriver au bout et là du coup j'ai la liste des contacts et informations qui pourraient vous intéresser. Le portail industriel de l'ANS, la gouvernance, je vais peut-être vous partager ça après, avec la démarche d'élaboration du CISIS, donc comment est-ce qu'on peut contribuer au CISIS. La boîte mail pour contacter l'équipe CISIS, la plateforme de concertation, l'espace de publication du CISIS, la plateforme de test sur interop.santé.gouv.fr. Ensuite, vous avez les liens vers IHE, vers HL7 et vers Interop Santé. Et donc, je vais vous montrer tous ces sites un peu plus en détail. Ça, c'est mes mails. interop.santé.gouv.fr. Donc ici, vous avez vraiment le site Interop de l'ANS avec Gazelle, donc la plateforme de test. Si vous allez sur /IG/Fire, vous tombez en fait sur la liste des guides d'implémentation Fire de l'ANS. Donc pour l'instant, on en a, je pense, 5-6. Donc une documentation qui explique tout ça, comment est-ce qu'on utilise un guide d'implémentation.
guide sur le partage de mouvements de santé en mobilité, sur les mesures de santé, sur les suivis de décisions d'orientation du médico-social. Et enfin, les guides projets de l'ANS dont je parlais, donc avec la modélisation de l'annuaire santé, qui est également un guide générique. Donc, comment est-ce qu'on modélise un professionnel de santé en France? Donc, ça sera défini dans ce guide. Tant que tu parles de l'annuaire santé, j'en profite, pardon. Si vous avez d'autres questions sur l'annuaire santé, on fait une session dédiée à l'annuaire santé le 10 octobre, donc la semaine prochaine, en distanciel, exclusivement par Teams. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou dans le chat, même si vous souhaitez avoir le lien. On vous le transmettra. L'annuaire santé, c'est un sujet pareil qui est coté. C'est fonctionnel déjà? Alors, je pense que toutes ces questions-là, il faudra les voir directement avec eux parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, surtout sur les dates et les échéances. Donc, je ne vais pas m'avancer sur ces sujets-là. Actuellement, l'API Fire est en bêta. Fonctionnel, oui, parce qu'il y a toujours les anciens fichiers. Je précise ma question, et peut-être vous ne pouvez pas répondre. Normalement, c'était prévu de longue date, en plus de mon espace santé, etc. On nous dit l'annuaire fin d'année, enfin, on nous disait 2023, puis fin d'année, puis je ne sais pas quand, d'où ma question. Ouais. Fonctionnel, ça l'est. L'API, ouais, comme tu dis. Parce que sa remarque de tout à l'heure m'inquiète. S'il dit, vous voulez qu'un éditeur développe un truc interop, normalement, c'est ce qu'ils font pour l'agenda. Tous les éditeurs qui font des agendas sont censés être interopérables, puisqu'il y aura un machin dans mon espace santé avec un agenda de tous les agendas qui existent. Donc, j'espère que c'est déjà le cas, sinon... Mon espace santé, du coup, s'appuie sur nos spécifications, effectivement. Ouais. Donc, oui, mais l'agenda, on l'attend toujours. L'annuaire santé, vous parlez l'annuaire, pardon. L'annuaire santé vous pouvez avoir... Non, pardon, c'est deux choses. L'agenda, on l'attend toujours. L'annuaire santé, ma question, est-ce que c'est déjà opérationnel ou pas? Moi, j'aurais pas la réponse. Je sais que l'API, elle est... je sais pas si t'as la réponse, mais je sais que l'API, elle est fonctionnelle, mais je n'ai pas la date. Oui, la date de mise en prod, je ne sais pas. Non, non plus. J'ai une autre question un peu pareille, si je peux. Bien sûr. C'est sur le ROR, on vous a dit que c'est vous qui vous en occupiez. Non. Parce que... vous, c'est pas Nicolas, mais effectivement, l'ANS. Oui, pas vous, ANS. Parce que Jacques Lucas, quand il était à l'ordre, devait faire le ROR en temps et en heure, mais ça fait déjà plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui coince en fait? Non. C'est technique, c'est politique, c'est quoi? De la même façon, je pense que les questions sur l'Europe, on pourra vous y répondre en ad hoc. On vous fera une réponse en mail ad hoc. Pareil, on a des experts et je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là. Merci. Ouais, et du coup, pour mon espace santé, du coup, je ne sais pas où on en est sur. Actuellement, du coup, c'est ouvert pour la consultation des données et les référencements sans échange des données qui a eu lieu. Donc, il y a déjà des éditeurs qui sont référencés. Et après, je crois qu'on est en cours de référencement avec échange de données. Donc, c'est à ce moment-là où les éditeurs pourront pousser leurs données. Mais c'est pas Ségur et il n'y a aucune obligation. C'est n'importe quel éditeur qui peut pousser les données dans mon espace santé. Il n'y a pas d'obligation légale. Et voilà, on a du coup aussi un guide sur les essais cliniques qui est en cours de construction en trial use, en rapide. Voilà, et du coup, pour vous montrer l'espace de publication également, ici on a toutes les spécifications du coup de l'ANS avec le CDA, Fire, etc., etc. Là, ça regroupe vraiment l'ensemble, ce que je vous ai montré avant, c'était que Fire, et là, c'est l'ensemble des spécifications d'interopérabilité de l'ANS, avec tout en bas la démarche d'élaboration et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec le formulaire d'expression de besoin pour que vous puissiez du coup donner votre besoin d'interopérabilité à un moment pour qu'on puisse travailler dessus. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite peut-être en attendant vos questions pour vous dire qu'on vous transmettra l'enregistrement et le support à la suite de la session, donc à tous les inscrits. On vous transmettra également un petit questionnaire de satisfaction. Alors, j'ai mon ordinateur qui vient de s'éteindre, mais si Nicolas, tu peux mettre le lien dans le chat, peut-être je te l'ai envoyé par Teams. Désolée, merci. Donc, c'est un petit questionnaire de satisfaction qui fait 2-3 questions. Et en fait, ce questionnaire de satisfaction va nous permettre rapidement de savoir déjà ce que vous avez pensé de cette session-là. Et puis également de préparer la prochaine session interopérabilité qui aura lieu le 2 novembre sous forme de questions-réponses
cette session-là, on n'a pas forcément prévu à date de contenu. Hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. C'est ça. L'objectif, c'est de se baser sur vos besoins. Donc, n'hésitez pas dans ce questionnaire de satisfaction à préciser votre besoin sur l'interop, les volets qui vous intéressent, les sujets précis que vous souhaitez aborder, et on pourra les aborder lors de cette session-là. Et je ne sais pas si tu as pu mettre le petit lien vers C'est fait. Super, merci. Je vous le renverrai par mail hein, de toute façon, mais voilà, quand j'aurai un ordinateur qui marchera. J'ai encore une question du coup. Ouais. Vous avez dit que c'était la SIM 10 ou SIM 11 qui était utilisée, enfin, peu importe, à la limite. Et quand on fait des feuilles de soins, on fait GAP ou CCAM. Or, c'est dommage parce que si on cotait en SIM 10, ça serait tellement plus simple. Ouais, alors là, je ne peux pas répondre à cette question. C'est pas mon niveau d'expertise. On se complique La la vie sémantique. alors qu'on s'en fiche Ouais. que ce soit un code ou un autre. On utilise celui qui va bien, mais en l'occurrence, c'est celui qui va pas bien. Ouais, je sais pas. Et je pense que c'est la TIH qui s'occupe de ça. Je crois pas que ce soit l'ANS. L'assurance, la TH c'est pour l'hôpital, mais les codes ils sont libéraux et hospitaliers. Je sais pas, ministère quelque chose. Ça Ou assurance maladie. c'est pas l'ANS. Je sais pas. Mais si je persiste de votre côté, on pourra se renseigner, il n'y a pas de souci. Et on se nomme encore mieux. Ah oui. Est-ce qu'à distance, on a des questions peut-être? N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou des remarques. Ok, très bien. En tout cas, si vous n'avez pas de questions et que vous souhaitez rencontrer, comme le disait Nicolas, nos experts sur des sujets ou d'autres, ou même pour qu'on réfléchisse avec vous à la meilleure façon d'implémenter ou de construire votre solution sur les problématiques d'interopérabilité, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous n'êtes pas obligé de revenir avec des questions particulières, hein, mais tu m'arrêtes Nicolas, mais je pense que vous serez ravis de pouvoir aider les entreprises innovantes sur ces sujets-là. Avec plaisir. Très bien. Très bien. Bon, on va clôturer. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup et n'hésitez pas en tout cas par mail innovation@isanté.gouv.fr. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.